Tout s'est joué en 47 secondes. Pas une minute, pas un discours interminable. 47 petites secondes qui ont, sans prévenir, reconfiguré la balance du pouvoir en France comme on renverse un échiquier d'un seul geste. Marine Le Pen venait d'achever sa mise en scène au millimètre contre Sébastien Lecornu. Elle le fixait, tranquille, avec ce rictus familier, celui qui dit « j'ai déjà gagné », avant même que l'autre n'ouvre la bouche. Elle attendait le scénario habituel. Le premier ministre, trop jeune, 39 ans, qui détourne le regard, qui cherche une phrase neutre, qui s'accroche à une note, qui lâche une justification bancale sous les regards de l'hémicycle. Bref, la reddition en direct, en haute définition. Sauf que non. Lecornu s'est levé, lentement, pas nerveux, pas pressé, comme quelqu'un qui a prévu l'instant. Et il a lâché une phrase qui a fait l'effet d'un couperet. L'Assemblée nationale s'est figée, silence total, ce silence lourd où même les murmures ont peur de respirer. Ce n'était pas l'un de ces petits duels quotidiens où chacun récite sa partition. Ce n'était pas non plus une bataille d'ego de plus dans les couloirs dorés du Palais Bourbon. Là, on assistait à autre chose. Un basculement. Le moment où un visage nouveau ose regarder l'ancien système droit dans les yeux et lui faire comprendre, très clairement, que la période de domination sans partage du Rassemblement national au Parlement arrivait au bout de sa route. Assemblée nationale, Paris, 15 janvier 2026. Pour Marine Le Pen, leader incontesté du Rassemblement national, cela devait être un autre spectacle facile de domination parlementaire totale. Pendant 3 longues années consécutives, depuis les élections législatives historiques de juin 2022, la leader du Rassemblement national avait méthodiquement et patiemment construit sa position comme force absolument incontournable de l'opposition française. Toutes les grandes décisions politiques importantes devaient obligatoirement passer par son approbation tacite ou explicite. Les nouveaux premiers ministres successifs devaient composer prudemment avec elle, négocier longuement avec elle, parfois même s'humilier publiquement devant elle pour obtenir son soutien ou au moins sa neutralité bienveillante. Une semaine avant le vote crucial de confiance, dans son QG politique du 8e arrondissement de Paris, une réunion secrète hautement confidentielle avait eu lieu tard dans la soirée. Marine Le Pen était confortablement assise dans son grand bureau personnel, au mur couvert de photos souvenirs de sa très longue carrière politique, entourée de ses plus proches conseillers politiques et de ses stratèges les plus fidèles. Jordan Bardella, jeune président du parti, était présent à cette réunion capitale, ainsi que plusieurs autres têtes pensantes influentes du mouvement. Ils analysaient tous ensemble méticuleusement la situation politique complexe avec toute la précision méthodique d'une équipe militaire professionnelle préparant une bataille décisive majeure. « Ce Lecornu est un véritable problème sérieux pour nous », disait la leader du RN en étudiant avec attention les derniers sondages d'opinion récents étalés devant elle sur la grande table de réunion. Il a beaucoup trop de confiance en lui pour un simple débutant en politique. Beaucoup trop de soutien médiatique favorable dans la presse. Les Français commencent réellement à l'apprécier dans toutes les enquêtes d'opinion. Il faut absolument lui montrer très rapidement qui dirige vraiment ce pays, qui tient véritablement les rênes du pouvoir réel. Le plan stratégique élaboré méticuleusement cette nuit-là était relativement simple dans son concept, mais redoutablement efficace dans son exécution. Prévu lors du vote parlementaire de confiance sur le budget 2026, il s'agissait de montrer publiquement au nouveau premier ministre sa véritable place réelle dans les échecs politiques français extrêmement complexes. Marine devait intelligemment utiliser toute son expérience parlementaire durement accumulée au fil des années, tous ses contacts internationaux soigneusement cultivés avec patience et toute son autorité politique solidement construite au fil des décennies pour dominer complètement ce novice de seulement 39 ans, tout juste sorti du ministère de la Défense, où il s'occupait principalement de commandes d'armement et de relations avec l'international. L'humilier publiquement, méthodiquement, sans pitié, devant toutes les caméras de télévision nationale, et ainsi rappeler très fermement à tout le monde politique parisien que sans l'accord explicite ou au minimum tacite du Rassemblement national, aucun gouvernement ne pouvait vraiment gouverner durablement et efficacement en France. Il est en politique depuis quelques mois seulement, expliquait patiemment Marine Le Pen à ses lieutenants fidèles avec un sourire confiant. « Moi, je suis député à l'Assemblée nationale française depuis juin.
Je connais absolument chaque règlement par cœur, chaque procédure dans les moindres détails, chaque point faible de ces vieilles institutions. Il va très rapidement comprendre qui commande réellement ici, dans cette enceinte. La leader du RN était absolument sûre de son succès imminent et total. Pendant des années, tous les premiers ministres français, sans exception, étaient venus négocier discrètement avec elle bien avant les grands votes importants. Ils cherchaient systématiquement sa bénédiction politique, reconnaissaient implicitement sa puissance parlementaire considérable. Édouard Philippe avait dû composer très prudemment avec elle sur plusieurs dossiers sensibles. Jean Castex avait activement cherché des compromis tactiques acceptables. Élisabeth Borne avait courageusement tenté de l'ignorer complètement et avait échoué lamentablement. Très rapidement, Gabriel Attal avait finalement fini par céder sur plusieurs dossiers politiques importants. Tous, absolument tous, sans exception, avaient joué selon les règles non écrites mais parfaitement bien établies par le Rassemblement national au fil des longues années. Mais Marine Le Pen a commis une erreur d'appréciation monumentale, une grave erreur de calcul stratégique majeure qui allait lui coûter très cher politiquement. Elle n'a absolument pas compris que Sébastien Lecornu n'était pas du tout comme les premiers ministres précédents qu'elle avait connus et dominés. Le nouveau chef du gouvernement français avait passé tous les derniers mois, depuis sa nomination surprise en septembre, à observer très minutieusement la stratégie parlementaire complexe du RN avec une inquiétude croissante, mais aussi avec l'œil analytique extrêmement aiguisé d'un stratège militaire chevronné, formé aux tactiques les plus sophistiquées. Il voyait avec une clarté presque troublante comment Marine Le Pen tentait systématiquement de dicter unilatéralement les conditions aux autres groupes parlementaires, comment elle utilisait très habilement son expérience et son poids politique pour étouffer méthodiquement toutes les initiatives des autres leaders. Comment elle traitait arrogamment l'Assemblée nationale comme son propre domaine réservé exclusif, son terrain de jeu personnel où elle imposait autoritairement ses propres règles. Et Sébastien Lecornu, cet homme réputé calme, profondément réfléchi, formé rigoureusement aux stratégies de défense les plus complexes, avait décidé qu'il était grand temps de changer fondamentalement les règles établies du jeu politique français. Mais quelque chose que personne ne savait, pas même les plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée, dans les couloirs feutrés de l'hôtel de Matignon le soir même de sa nomination officielle le 9 septembre 2020, pas son cabinet officiel qui allait être nommé le lendemain, pas les traditionnels conseillers de l'Élysée qui auraient immédiatement rapporté chaque mot prononcé au président Macron. Non, 3 figures discrètes, presque inconnues du grand public, mais redoutablement efficaces dans l'ombre des institutions. La première personne était Claire Dubois, 52 ans, une ancienne stratège parlementaire chevronnée qui avait travaillé dans l'ombre des institutions pendant 15 longues années. Elle connaissait chaque règlement obscur du Palais Bourbon par cœur, chaque procédure complexe dans ses moindres détails, chaque faille potentielle du système parlementaire français. « Monsieur le Premier ministre », avait-elle dit ce soir-là en ouvrant un épais dossier soigneusement préparé. Marine Le Pen a un point faible majeur qu'elle ne soupçonne même pas. Elle pense que la force parlementaire brute, le nombre de députés, l'expérience des débats suffisent pour dominer durablement. Mais elle oublie que les règles institutionnelles peuvent être intelligemment retournées contre ceux qui croient les maîtriser. Trop. Le deuxième était Thomas Mercier, 45 ans, un ancien journaliste politique de haut niveau, devenu conseiller en communication de crise après avoir couvert la montée du Front national, puis du Rassemblement national pendant 10 ans pour le journal L'Hymne. Monsieur le Premier ministre avait prévenu Mercier avec gravité. Elle va essayer de vous humilier publiquement lors du premier grand débat important. C'est sa méthode avec les nouveaux. Elle construit un piège rhétorique savant devant les caméras, vous fait réagir émotionnellement, puis utilise votre réaction contre vous pendant des semaines. Le troisième était le professeur Jean-Marc Fontaine, 67 ans, spécialiste reconnu de la Ve République. Cette nuit-là, les 4 avaient travaillé sans interruption jusqu'à l'aube. À 6 heures du matin, quand Claire Dubois avait suggéré une stratégie audacieuse, Lecornu avait souri. « C'est risqué. Si cela échoue, ma carrière est terminée. »« Et si cela réussit ?» avait demandé Mercier. « Alors Le Pen comprendra qu'elle n'est plus la seule à savoir jouer ce jeu. » Le 15 janvier 2026, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle bondé, le vote allait commencer. Marine Le Pen était apparue avec toute sa garde rapprochée. Elle était confiante. Donc, à 15h30, la session a commencé. Le Pen a demandé la parole en premier.
Elle est montée à la tribune. « Mesdames et messieurs les députés », a-t-elle commencé, « je suis heureuse que nous puissions discuter de l'avenir de notre pays. » Son regard s'est arrêté sur Lecornu. « La France traverse une période difficile. Inflation, chômage, insécurité. Et voilà que Macron nous envoie un nouveau Premier ministre, jeune, inexpérimenté, sorti de la défense. » Le message était clair. Lecornu n'était pas légitime. Monsieur Lecornu a passé 2 ans à acheter des avions. Mais gouverner la France, ce n'est pas commander des rafales. C'est comprendre les souffrances du peuple. Marine a continué, construisant son piège. Ce budget que vous présentez, c'est un budget de technocrate, fait à Bercy par des énarques qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine qui ferme, dans un hôpital qui manque de personnel. Les députés RN applaudissaient à chaque phrase. Et vous savez ce qui manque dans ce budget? La France, les Français, la priorité nationale. Puis elle est passée aux attaques personnelles. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un homme loyal envers Macron. Mais la loyauté envers un homme ne doit pas se transformer en trahison envers un pays. La salle a retenu son souffle. Vous étiez un bon ministre de la Défense, mais être Premier ministre, c'est autre chose. C'est défendre l'intérêt national contre les diktats de Bruxelles. Puis c'est venu le piège proprement dit. Marine Le Pen a sorti une feuille de papier. « Monsieur le Premier ministre, j'ai ici une liste de questions simples, des questions que n'importe quel Français pourrait vous poser. Si vous ne pouvez pas y répondre, alors vous n'êtes pas qualifié pour gouverner ce pays. » La salle était devenue silencieuse. Même les députés de la majorité semblaient hésiter. Première question très simple. Marine lisait lentement, savourant chaque mot. Combien coûte exactement une baguette de pain en France aujourd'hui? Lecornu ne répondit pas immédiatement. Il restait parfaitement immobile, le visage neutre. Il savait parfaitement que c'était un piège soigneusement conçu. Deuxième question élémentaire. Quel est le salaire mensuel moyen d'une infirmière dans un hôpital public français? Le Pen souriait maintenant ouvertement. Elle sentait intuitivement que la victoire approchait rapidement. Troisième question importante. Combien exactement de migrants clandestins sont entrés illégalement en France l'année dernière? Les questions continuaient impitoyablement, méthodiquement, chacune étant précisément conçue pour démontrer publiquement que Lecornu était complètement déconnecté de la réalité française quotidienne. Quatrième question. Combien de nos agriculteurs ont fait faillite à cause des normes européennes en 2025? Cinquième question. Quel est le taux de chômage réel dans les quartiers sensibles? Marine terminait chaque question en regardant Lecornu avec un mélange de défi et de mépris. Vous voyez parfaitement, mesdames et messieurs les députés. Elle s'adressait maintenant à toute l'Assemblée avec une gestuelle théâtrale. Notre nouveau Premier ministre ne peut manifestement pas répondre à ces questions absolument basiques parce qu'il ne connaît tout simplement pas la France réelle, celle qui souffre quotidiennement. Il connaît parfaitement les bureaux confortables de Matignon, les salons luxueux de l'Élysée, les cocktails mondains de l'OTAN à Bruxelles. Mais la France qui souffre, la France qui travaille, la France qui résiste, il ne la connaît absolument pas. Le piège était maintenant parfaitement complet. Si Lecornu répondait aux questions, ses réponses seraient vérifiées et critiquées. S'il ne répondait pas, il confirmerait qu'il était déconnecté. C'était un piège parfait, sans issue apparente. Alors, voici très précisément ma proposition constructive. Le Pen jouait maintenant sa carte finale avec une confiance absolue. Je propose officiellement que ce vote de confiance soit raisonnablement reporté de quelques semaines. Que M. Lecornu prenne le temps nécessaire pour apprendre à vraiment connaître la France. Qu'il aille dans nos usines, nos fermes, nos hôpitaux. Et quand il sera prêt, quand il connaîtra enfin notre pays, alors nous pourrons voter. C'était une humiliation publique monumentale. Le Pen suggérait essentiellement que le Premier ministre devait retourner à l'école. Et si M. Lecornu refuse cette proposition pourtant raisonnable, elle avait élevé la voix, alors nous voterons contre son budget. Et nous expliquerons aux Français pourquoi nous avons refusé de soutenir un gouvernement dirigé par quelqu'un qui ne les comprend. Marine Le Pen est retournée à sa place avec un large sourire de satisfaction. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Elle attendait la réaction standard, des excuses embarrassées, des promesses de dialogue,
Mais cette fois, c'était radicalement différent. Sébastien Lecornu s'est levé très lentement, presque au ralenti. Il n'avait pas l'air nerveux ou perturbé. Il ressemblait à un homme qui attendait ce moment précis depuis très longtemps. « Madame Le Pen », a-t-il commencé d'une voix parfaitement calme, mais étonnamment ferme. « Merci pour cette présentation intéressante. » Dans son ton, il y avait quelque chose qui a fait que Le Pen s'est instinctivement tendu. Lecornu s'est approché du micro et a regardé Marine droit dans les yeux. « Madame Le Pen, merci de me rappeler votre longue carrière politique. En effet, vous êtes à l'Assemblée depuis 7 ans d'expérience parlementaire. » La salle semblait presque suspendue, mais permettez-moi de vous rappeler quelques faits objectifs. En 7 ans, combien de lois avez-vous fait voter? Je vais vous le dire. 3. 3 petites lois mineures, 7 ans, 3 lois. Le chiffre était brutal. Combien de vos amendements ont été adoptés sur les 267 amendements déposés? 60% ont été adoptés. Marine essayait de l'interrompre. Vous parlez d'expérience? L'expérience se mesure en résultats, et vos résultats sont décevants. Plusieurs députés s'agitaient. Vous avez été élu député du Pas-de-Calais. Combien de fois y êtes-vous allé l'année dernière? 12 fois, 1 fois par mois. Félicitations. Le sarcasme était mordant. Vous me demandez le prix d'une baguette? Permettez-moi de vous poser une question. Quand avez-vous acheté une baguette pour la dernière fois? Quand êtes-vous allé dans une boulangerie sans caméra? Le Pen était pâle. Vous me parlez de déconnexion, vous vivez dans 200 mètres carrés dans le 16e. Vous voyagez en première classe. Vous mangez dans les meilleurs restaurants et vous me parlez de déconnexion. Chaque phrase était un coup. Regardons votre agenda de 2025. Combien de départements avez-vous visité? 23 sur 100. Moi, 167 départements en 2 ans. La comparaison était dévastatrice. Vous parlez des agriculteurs. Combien de temps avez-vous passé dans une exploitation en 2025? 0 jours. Moi, 12 jours dans différentes fermes. Vous mentionnez les infirmières. Savez-vous que votre parti a voté contre la revalorisation des salaires? Les députés RN avaient arrêté d'applaudir. Et maintenant, parlons de votre proposition. Vous suggérez que je prenne quelques semaines pour apprendre? Voici ma réponse. Non. Le mot résonnait avec puissance. Non, parce que pendant que vous jouez vos petits jeux, il y a des Français qui attendent des solutions, des hôpitaux qui manquent de personnel, des écoles qui ont besoin de rénovation. Non, parce que je ne suis pas là pour le spectacle, je suis là pour gouverner. Le contraste était frappant. Ce budget représente des mois de travail, des centaines d'heures de consultation, et vous savez ce qu'il contient? Des augmentations pour les infirmières, des aides pour les agriculteurs, des investissements dans la sécurité. Chaque élément contredisait Le Pen, mais vous n'en avez pas parlé parce que reconnaître que ce gouvernement fait des choses positives ne colle pas avec votre narratif. Alors vous mentez. Les accusations étaient graves, alors voici ce qui va se passer. Ce vote aura lieu pendant 3 semaines, aujourd'hui, maintenant. La détermination était palpable. Vous allez voter si vous pensez que ce budget est mauvais. Votez contre. Assumez votre position. Le défi était lancé. Mais si vous votez contre juste pour créer le chaos, alors les Français sauront qui vous êtes. La mise en garde était claire. Ils sauront que vous n'êtes pas une opposante constructive. Vous êtes une opposante systématique. Vous détruisez. Vous ne construisez jamais. La critique était fondamentale. Vous savez quelle est la différence entre vous et moi? Vous utilisez les souffrances des Français pour gagner des voix. Moi, je veux résoudre ces souffrances, parce que je les ai vécues. La distinction était claire et dévastatrice. Je suis né à Rouen. Mon père était ouvrier dans une usine automobile. Ma mère était infirmière dans un hôpital public. J'ai grandi dans 60 mètres carrés. J'ai fait mes études grâce à des bourses de la République. Son histoire personnelle était authentique et touchante. Je ne suis pas né dans une famille politique. Je n'ai pas hérité de mon siège de député. Je n'ai pas grandi dans les salons dorés du 16e arrondissement. J'ai construit ma carrière par le travail acharné, pas par le nom de famille. Le contraste avec le clan Le Pen était brut. Puis est venue la phrase historique, la phrase qui allait fondamentalement tout changer. Lecornu s'est arrêté complètement, a pris une profonde inspiration, a regardé Marine Le Pen absolument droit dans les yeux,
sans scier une seule fois, et à prononcer lentement les mots qui ont littéralement paralysé toute l'Assemblée nationale. Madame Le Pen, vous avez passé 30 longues années à promettre solennellement de sauver la France. Mais la seule chose que vous avez effectivement sauvée, c'est uniquement votre propre carrière politique personnelle, construite sur le dos de la peur et du mensonge. Le silence qui a suivi ces mots était absolu, assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber. Marine Le Pen était assise comme une statue de marbre. Son visage était un masque figé. Mais dans ses yeux, on voyait clairement le choc profond et la défaite cuisante. Les députés RN étaient tous figés, ne sachant comment réagir. Mais le cornu continuait impitoyablement. « Quand allez-vous enfin décider d'être véritablement utile à la France plutôt que de l'utiliser cyniquement pour vos ambitions personnelles? » La question terrible est restée suspendue dans l'air comme une sentence de tribunal. Marine Le Pen était totalement sans voix pour la première fois de sa longue carrière. Elle ne savait pas quoi répondre. Le président de l'Assemblée a essayé de reprendre le contrôle. « Monsieur le Premier ministre, j'ai terminé. Je demande le vote immédiat. » C'était un coup de maître tactique. Le règlement le permet. Article 49, alinéa 3 de la Constitution. Je l'invoque formellement. Claire Dubois, dans les tribunes, souriait largement. C'était exactement la stratégie préparée. Le vote a duré 3 minutes. Interminable. Quand les résultats sont apparus sur l'écran, pour 280 contre 200. Mais le plus significatif, 50 députés RN s'étaient publiquement abstenus. 50 députés qui, pour la première fois dans l'histoire du parti, n'avaient pas suivi aveuglément leur leader. Marine Le Pen fixait l'écran avec incrédulité. Ce n'était pas seulement une défaite politique. C'était une humiliation personnelle profonde et la première fissure visible dans son contrôle absolu sur le parti. Le cornu s'est levé calmement, a remercié l'Assemblée d'un signe de tête et est parti. Pas de triomphalisme, juste un homme qui venait de faire son travail. Dans les couloirs, les journalistes se sont précipités. Commentez-vous cette victoire historique? Ce n'est pas une victoire personnelle, c'est un vote de confiance. Maintenant, le vrai travail commence. Dans les heures suivantes, les réactions ont littéralement afflué de partout. Sur tous les réseaux sociaux, le cornu contre Le Pen était immédiatement devenu tendance numéro 1. Les vidéos de la confrontation ont été vues des millions de fois en quelques heures. Au sein du RN, c'était la panique totale. Marine Le Pen était enfermée dans son bureau, refusant de parler. Elle pensait obsessionnellement à ces 50 députés qui s'étaient abstenus. 50 signes inquiétants que son autorité absolue vacillait dangereusement. Le lendemain matin, toutes les unes des journaux étaient unanimes et spectaculaires. Le Figaro titrait « Le cornu humilie Le Pen à l'Assemblée ». Libération proclamait « Le premier ministre démonte méthodiquement la rhétorique lepéniste ». Le Monde analysait une nouvelle méthode efficace face aux populistes. Dans les semaines suivantes, les effets sont devenus parfaitement clairs. La popularité de Marine Le Pen a dramatiquement chuté de 6 points dans tous les sondages. Sa crédibilité comme leader incontestable a été profondément ébranlée. Le cornu avait gagné une autorité considérable. Ses ministres le regardaient différemment maintenant. Ses adversaires le respectaient beaucoup plus. Mais l'effet le plus important était durable. Pendant des années, les partis traditionnels avaient eu peur de confronter directement le RN. Le cornu avait brillamment montré qu'on pouvait affronter efficacement le populisme avec des faits vérifiables et de la fermeté. D'autres politiques ont rapidement commencé à imiter la méthode. La fameuse méthode Le Cornu devenait progressivement une véritable stratégie politique reconnue. En avril 2026, Marine Le Pen a désespérément tenté une contre-offensive majeure. Grand meeting à Lyon devant 8000 militants. Ce premier ministre pense pouvoir nous humilier. La foule scandait « Démission !» Mais Le Cornu a fait quelque chose d'inattendu et dévastateur. Il n'a tout simplement pas répondu. Marine Le Pen peut dire absolument ce qu'elle veut. Moi, je travaille pour les Français. Je n'ai pas de temps pour des polémiques stériles. Être complètement ignoré est psychologiquement pire qu'être combattu. Le Pen multipliait désespérément les attaques médiatiques et, à chaque fois, invariablement,
Je travaille. Elle apparaissait de plus en plus obsédée, incapable de passer à autre chose. En juin 2026, un sondage révélateur, 62% des Français approuvaient massivement la méthode Lecornu. Et surtout, 34% des électeurs RN eux-mêmes estimaient que leur parti devrait être beaucoup plus constructif. C'était un véritable séisme politique. En septembre 2026, un tournant inattendu. Lecornu a été victime d'une tentative d'agression physique lors d'un déplacement. L'agresseur, un militant d'extrême droite proche du RN, l'affaire aurait pu politiquement détruire Marine Le Pen définitivement. Mais Lecornu, lors d'une allocution solennelle, « Je refuse catégoriquement de faire porter cette lourde responsabilité au Rassemblement national dans son ensemble. La violence politique est totalement inacceptable. » Mais accuser injustement tout un parti pour l'acte criminel d'un individu isolé serait tout aussi grave moralement. Le pays entier était profondément stupéfait par cette grandeur d'âme. Marine Le Pen a été forcée de reconnaître publiquement « Je remercie sincèrement le Premier ministre pour sa justice et son équité. » C'était la première fois qu'elle parlait de lui sans aucune agressivité. En octobre 2026, l'absolument impensable s'est produit. Marine Le Pen a voté pour un amendement proposé par le gouvernement Lecornu. Symboliquement, c'était absolument énorme. Elle avait finalement compris que sa stratégie d'opposition systématique ne fonctionnait définitivement plus. En novembre 2026, lors de la cérémonie solennelle du 11 novembre à l'Arc de Triomphe, ils se sont serrés la main devant toutes les caméras. « Vous avez gagné cette manche politique », a-t-elle admis à voix basse. « Ce n'est pas un jeu politique, madame, c'est la France et son avenir. »« Je sais parfaitement, c'est précisément pour ça que vous avez gagné. » L'échange a duré à peine quelques secondes, mais il marquait symboliquement la fin définitive d'une époque entière. Aujourd'hui, exactement un an après les fameuses 47 secondes historiques qui ont changé la France, la politique française a profondément changé. Lecornu est désormais plus fort que jamais. Marine Le Pen est considérablement affaiblie et de plus en plus contestée, même dans son propre parti. Le débat politique national est devenu beaucoup plus factuel, nettement moins émotionnel et démagogique. Les jeunes politiques de tous bords étudient maintenant sérieusement le moment Lecornu historique dans les écoles de sciences politiques. Comment affronter efficacement le populisme avec des faits vérifiables? Comment garder son calme face aux provocations? Comment intelligemment retourner un piège contre son propre auteur? Marine Le Pen, elle, a appris une leçon politique douloureuse mais salutaire. Que l'arrogance politique a toujours une limite. Que l'opposition systématique finit inévitablement par l'affaiblir profondément. Lors d'un entretien privé avec ses proches, elle aurait confié « Lecornu m'a donné la plus grande leçon de toute ma carrière. Il m'a clairement montré que j'étais devenu exactement ce que je prétendais combattre depuis toujours. Et tout cela, toute cette révolution politique majeure a commencé par une seule phrase dévastatrice. 47 secondes précises, 23 mots soigneusement choisis. Une véritable révolution politique française complète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les mois qui ont suivi cette confrontation historique, quelque chose de profond a changé dans la psychologie politique française. Ce n'était pas seulement Marine Le Pen qui avait été vaincue ce jour-là. C'était toute une méthode politique, tout un style de faire de la politique, basé sur la peur, le mensonge et la manipulation émotionnelle, qui avait été publiquement exposé et discrédité. Les politologues français ont commencé à parler du « moment Lecornu » comme d'un tournant dans l'histoire politique moderne de la Ve République. Des thèses universitaires ont été écrites sur ce sujet. Des livres d'analyse politique ont été publiés. Des documentaires télévisés ont décortiqué, minute par minute, cette confrontation mémorable. Ce qui fascinait particulièrement les analystes, c'était la préparation méticuleuse de Lecornu. Contrairement à ce que beaucoup avaient pensé initialement, ce n'était pas une réaction spontanée, émotionnelle à une provocation. C'était une stratégie soigneusement planifiée, méthodiquement exécutée, brillamment réalisée. Dans un livre publié 6 mois après les événements, Claire Dubois, la stratège parlementaire qui avait conseillé Lecornu, a révélé certains détails fascinants de leur préparation. Nous avions anticipé chaque scénario possible, écrivait-elle. Nous savions exactement comment Marine Le Pen allait attaquer. Nous avions préparé des réponses pour chaque angle d'attaque possible. Mais le plus important,
nous avions décidé de ne pas simplement nous défendre. Nous avions choisi d'attaquer en retour, mais avec des faits, pas avec des émotions. Cette révélation a provoqué un débat intense dans les milieux politiques français. Certains ont accusé Lecornu de manipulation, de cynisme politique. D'autres ont salué son professionnalisme et son efficacité. Mais personne ne pouvait nier les résultats concrets obtenus. La popularité du gouvernement Lecornu n'a cessé de croître après cette confrontation. Les réformes qu'il proposait, qui auraient normalement rencontré une opposition féroce, passaient maintenant plus facilement au Parlement. Même certains députés RN commençaient à voter occasionnellement avec le gouvernement sur des questions spécifiques. Marine Le Pen, de son côté, a traversé une période extrêmement difficile après cette défaite publique. Pendant plusieurs semaines, elle a pratiquement disparu de la scène médiatique. Ses rares interventions étaient prudentes, mesurées, très différentes de son style habituel, agressif et provocateur. Au sein du Rassemblement national, les tensions sont devenues de plus en plus visibles. Jordan Bardella, le jeune président du parti, a commencé à prendre de plus en plus d'espace médiatique. Certains le voyaient déjà comme le futur leader, celui qui remplacerait Marine Le Pen quand elle déciderait finalement de se retirer. Les 50 députés qui s'étaient abstenus lors du vote de confiance sont devenus un groupe informel au sein du parti, réclamant une modernisation de la stratégie politique du RN. Ils argumentaient que l'opposition systématique ne menait nulle part, que le parti devait apprendre à être constructif, à proposer des alternatives crédibles plutôt que de simplement critiquer. En décembre 2026, lors du congrès annuel du Rassemblement national à Nice, ces tensions ont éclaté au grand jour. Pour la première fois dans l'histoire du parti, Marine Le Pen a fait face à une contestation ouverte de sa ligne politique. Un jeune député, élu pour la première fois en 2022, a osé la critiquer publiquement depuis la tribune. « Madame Le Pen », avait-il dit courageusement devant une salle stupéfaite, « nous vous respectons profondément pour tout ce que vous avez fait pour ce parti, mais nous devons être honnêtes. Notre stratégie ne fonctionne plus. Les Français veulent des solutions, pas des slogans. Ils veulent de la construction, pas de la destruction. Si nous continuons comme avant, nous allons perdre notre crédibilité. » La salle avait retenu son souffle. C'était du jamais vu dans l'histoire du RN. Marine Le Pen avait écouté en silence, le visage impassible. Puis, à la surprise générale, elle avait pris la parole, non pas pour attaquer le jeune député, mais pour reconnaître partiellement ses arguments. « Vous avez peut-être raison », avait-elle dit d'une voix fatiguée. Peut-être que nous devons effectivement évoluer. Peut-être que le monde a changé et que nous devons changer avec lui. Cette déclaration avait fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique français. Les médias en parlaient d'un tournant historique pour le RN. Beaucoup ont spéculé que Marine Le Pen préparait son retrait progressif de la vie politique. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu consolidait méthodiquement sa position. En janvier 2027, lors de ses vœux présidentiels, Emmanuel Macron a publiquement salué le travail de son premier ministre. Sébastien Lecornu a montré qu'il était possible de faire de la politique autrement, avait déclaré le président. Il a montré qu'on pouvait être ferme sans être agressif, qu'on pouvait défendre ses idées sans insulter ses adversaires, qu'on pouvait gagner des débats avec des arguments plutôt qu'avec des slogans. Mais cette reconnaissance présidentielle a également créé un nouveau problème pour Lecornu. Sa popularité grandissante a commencé à faire de l'ombre à Macron lui-même. Dans les sondages, les Français exprimaient plus de confiance dans le premier ministre que dans le président. Cette situation délicate a ravivé les éternelles tensions entre l'Élysée et Matignon. Des rumeurs ont commencé à circuler dans les médias selon lesquelles Macron envisageait de remplacer Lecornu, inquiet de voir son premier ministre devenir trop populaire et potentiellement un rival pour l'élection présidentielle. Lecornu, conscient de ces tensions, a adopté une stratégie prudente. Il a systématiquement rendu hommage à Macron dans ses discours, a souligné qu'il travaillait sous l'autorité du président, a évité toute déclaration qui pourrait être interprétée comme une ambition présidentielle. Mais cette prudence même a renforcé son image de leader responsable et mature, augmentant paradoxalement encore plus sa popularité. En mars 2027, un événement inattendu a changé la donne. Lors d'un sommet européen à Bruxelles, Lecornu a brillamment défendu les intérêts français face aux autres leaders européens, obtenant des concessions importantes sur plusieurs dossiers économiques. Sa performance a été saluée unanimement en France, même par l'opposition traditionnelle.
Le magazine Time l'a mis en couverture avec le titre « The New Face of French Politics », le nouveau visage de la politique française. L'article le décrivait comme un leader qui combine l'intelligence stratégique, le courage politique et l'intégrité personnelle, une combinaison rare dans la politique moderne. Cette reconnaissance internationale a encore renforcé sa stature en France. Les sondages de popularité atteignaient des niveaux rarement vus pour un premier ministre, 67% d'opinion favorable. Même parmi les électeurs de droite et d'extrême droite, sa cote était remarquablement élevée. Marine Le Pen, observant cette ascension avec un mélange d'amertume et de respect, a fait une déclaration surprenante lors d'une interview télévisée en avril. « Le Cornu est un adversaire politique », avait-elle dit. « Mais je dois reconnaître qu'il a changé quelque chose dans notre façon de faire de la politique. Il a montré qu'on pouvait être efficace sans être démagogue. C'est une leçon que nous devons tous apprendre. » Cette reconnaissance publique de la part de Marine Le Pen a marqué un tournant symbolique. C'était la reconnaissance définitive que le moment Le Cornu du 15 janvier 2026 n'avait pas été un simple incident parlementaire, mais véritablement le début d'une nouvelle ère dans la politique française. Les historiens politiques comparent maintenant ce moment à d'autres grands tournants de la Ve République. Le discours de Bayeux du général de Gaulle en 1946, ou encore la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac en 1997. Mais au-delà des analyses politiques et des comparaisons historiques, ce qui reste le plus frappant dans cette histoire, c'est la dimension profondément humaine. Un homme de 39 ans, issu d'un milieu modeste, qui refuse de se laisser intimider par une figure politique établie depuis des décennies. Un homme qui décide de dire la vérité, calmement mais fermement, même si cela pourrait détruire sa carrière. Un homme qui choisit les faits plutôt que des émotions, l'argumentation plutôt que la démagogie, le respect plutôt que l'insulte. Et c'est peut-être cela, finalement, la vraie leçon du moment Le Cornu. Pas une leçon de tactique politique ou de communication, mais une leçon sur le courage, l'intégrité et la puissance de la vérité dans le débat public. Aujourd'hui, quand les jeunes Français étudient la politique dans les lycées et les universités, quand ils réfléchissent à ce qu'ils veulent pour leur pays, beaucoup citent cet exemple. Pas parce qu'ils sont nécessairement d'accord avec toutes les politiques de Le Cornu, mais parce qu'ils admirent sa méthode, son style, son refus de céder à la facilité de la démagogie. C'est cela, peut-être, l'héritage le plus durable de ces 47 secondes qui ont changé la France. Pas une victoire politique temporaire, mais un changement profond dans la culture politique française. Un retour aux valeurs fondamentales du débat républicain, le respect, la vérité, l'argumentation rationnelle. Et tout cela a commencé par un simple choix. Le choix de ne pas avoir peur, le choix de dire la vérité, le choix de croire que les Français méritent mieux que des mensonges et de la manipulation. 47 secondes qui ont prouvé que, parfois, dans la politique comme dans la vie, le courage et l'intégrité peuvent triompher de la peur et du mensonge. Et c'est une leçon qui résonnera longtemps dans l'histoire politique française.